Donc on va passer 1 heure ensemble. Je vais pendant 3/4 d'heure essayer de vous parler d'une mutation majeure qui est en train de se produire devant nos yeux, qui à mon avis est une grande chance pour l'homme en fait. C'est toute la révolution qui a lieu autour du numérique et de l'informatique. Donc j'essaie de vous parler de ça, des phénomènes qui ont lieu derrière et en quoi c'est une opportunité pour nous, si on sait s'en servir, ou en quoi ça pourrait être aussi une vraie catastrophe si on ne sait pas bien l'utiliser. Et puis après, on aura un temps d'échange et de questions-réponses tous ensemble. La première chose que je voudrais vous dire, j'ai 2 préambules à vous dire et puis peut-être à expérimenter. La première, c'est... j'ai 4 questions à vous poser. La première question, c'est... avez-vous observé ou savez-vous à quelle fréquence vous regardez votre téléphone par jour? Est-ce que vous avez une idée? Non? Vous dites 5 heures, ouais. Ouais, c'est ça, c'est environ 5 heures. Voilà. Mais est-ce que combien de fois vous... Alors ça, c'est combien de temps vous regardez votre téléphone, mais combien de temps vous regardez des écrans par jour? Le temps moyen de consultation d'un écran, c'est 7 heures par jour. C'est-à-dire, en fait, si nous observions nos comportements de près, toutes les 2 minutes, on est en train de regarder un écran. Et encore, on n'est pas les plus mal lotis. Ceux qui regardent le plus les écrans, ce sont les Américains, notamment tout le public des plus de 60 ans. Parce que très souvent, on dit que cette addiction est une addiction qui touche la jeunesse, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça touche toutes les catégories de la population. Aux États-Unis, la consultation moyenne des écrans par le public de plus de 60 ans est de 11 heures par jour. Ce qui est énorme. 11 heures, la moitié de la journée. Un des grands problèmes, et pourquoi on ne s'en rend pas compte, c'est que souvent l'écran fonctionne et nous on fait autre chose. On est dans un mécanisme de double action en fait. À la fois l'écran est devant nous et on fait autre chose. C'est ce qui se passe dans les 11 heures qu'on évoque là. Vous avez mis l'écran, vous regardez, on est en train de faire la cuisine, en même temps on regarde l'écran. En même temps il y a une présence d'un écran, devrais-je dire. Donc ces mécanismes sont forts et extrêmement développés. Mais vous avez raison, le temps moyen de consultation d'un téléphone, c'est 4 heures. Le temps moyen, en France, d'usage d'un écran, c'est 7 heures. Deuxième question que je voudrais vous poser, c'est combien d'écrans vous avez chez vous? Téléphone, ordi, tablette, télé. 3. Vous êtes en dessous de la moyenne, parce que la moyenne du nombre d'écrans chez les Français, c'est 5. Nous avons en moyenne 5 écrans par foyer. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 10 ans, on en était à 3. Mais il y a 20 ans, on en était à peine 1. C'est pour vous dire la vitesse d'accélération de ce phénomène, en fait. L'usage des écrans, la pénétration des écrans dans notre vie est un phénomène extrêmement rapide qui s'est propagé à grande vitesse et qui, en plus, a acquis quelque chose de très particulier au cours des 10 dernières années, c'est que l'écran il est devenu mobile, donc on l'emmène partout avec nous. Avant, l'écran il était fixe, tu regardes la télé, tu éteins la télé, tu t'en vas, l'écran ne te suit pas. Aujourd'hui, l'écran il nous suit. Il est avec nous tout le temps et en permanence. Autre question que je voulais vous poser, c'est qui consulte son écran, enfin qui regarde son téléphone comme premier geste de sa journée? Vous, d'autres, vous. Pour 65% des Français, la première chose qu'ils font quand ils se lèvent, c'est qu'ils regardent leur téléphone. Alors ça donne l'heure, mais tout de suite on regarde derrière nos mails, ou on peut regarder Facebook, ou peu importe. Mais c'est une des premières choses que nous faisons. La statistique exacte, je vous ai dit, oui, c'est 61%. Et quels sont ceux qui regardent, qui font comme dernière action de regarder leur téléphone? Vous,
vous, on est nombreux à faire ça. C'est 60% des Français. Avant de se coucher, la dernière chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur téléphone. C'est quand même étrange, c'est-à-dire, nous sommes en train de dire que dans des moments extrêmement cruciaux, qui sont le réveil, le lever, mais on pourrait regarder tous les temps morts. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous allez aux toilettes. Avant, on regardait le journal. Je ne sais pas tout ce que les uns et les autres font. Mais très probablement, vous regardez vos écrans. Ça a pénétré tous les endroits de notre vie, y compris les interstices les plus intimes. Donc c'est toujours avec nous. Et ça a pénétré tous les endroits de notre vie. Mais alors encore plus marrant, plus intéressant. Vous êtes d'accord avec moi qu'on dit consulter son écran pendant qu'on conduit, c'est super dangereux, vous êtes d'accord, non? Ouais. On ne devrait pas normalement, mais c'est même interdit par la loi. Je voudrais savoir qui l'a déjà fait. Voilà. On est tous d'accord pour dire que c'est dangereux, et pourtant la statistique, c'est 70% des gens ont au moins regardent les écrans pendant qu'ils conduisent. Même si subrepticement, ils le font. Et encore plus intriguant, qui regarde 2 écrans à la fois? Genre, vous regardez votre portable, en même temps vous regardez la télé, vous êtes sur votre tablette, en même temps votre portable. Ben, c'est soit 80% des gens. Je vous dis ça parce que tout ça, c'est des manifestations du fait que nous avons une réelle addiction aux écrans. Et pourtant, lorsque l'on questionne les gens, à peine un tiers disent qu'ils sont effectivement addicts aux écrans. On a donc un réel décalage entre notre perception de cette addiction particulière et nos actions en lien avec cette addiction. Nous disons que nous sommes peu addicts, mais en fait, nous le sommes et tous énormément. Cette addiction a pénétré toute notre société. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer au cours de tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est une chance. C'est une chance à saisir. Pourtant, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Moi, je pense que c'est une chance importante à saisir, parce qu'en fait, nous sommes devant un phénomène historique contre lequel nous ne pouvons pas lutter. Ce phénomène est aussi important que l'invention de l'écriture. Lorsque l'écriture a été inventée, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. Avant l'écriture, bien sûr, nous sommes dans la culture orale. Les gens vivent avec la transmission orale. Mais qu'est-ce qui préside à la transmission orale? Pourquoi est-ce qu'on communique avec la transmission orale à l'époque? C'est parce qu'on est en train d'essayer de stocker des informations dans notre mémoire. Ce qui fait que les gens transmettent toute la connaissance par l'oralité, c'est qu'en fait, ils sont en train de cultiver une fonction psychique extrêmement importante qui s'appelle la mémoire. Les tribus se rassemblent et pendant des soirées entières, pendant parfois des semaines entières, la transmission se fait par oral. On transmet aux plus jeunes autour du feu par des contes, par des danses, par des rites, des connaissances qu'on ne peut transmettre que par l'oralité. Cette transmission orale, elle a quelque chose de fondamental, elle demande la reproduction de ce qu'ont fait les anciens. Lorsqu'on transmet à l'oral quelque chose, mais même aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde qui sont des sociétés traditionnelles, lorsqu'on le transmet, on veut de la transmission parfaite, c'est-à-dire on demande aux plus jeunes de reproduire à l'exact ce que les anciens ont inventé. Et ça se transmet comme ça, le savoir se transmet comme ça. On est donc devant quelque chose qui fonctionne parfaitement bien, va avec la culture orale, la culture de la mémoire, la fonction de la mémoire. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est la mémoire à l'époque, mais même encore aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voyager dans le monde, mais vous allez en Afrique, moi je suis d'origine malgache, à Madagascar, si vous demandez à quelqu'un le prénom de son arrière-arrière-arrière-grand-père, il est capable de vous le dire. Il est capable de vous transmettre toute l'histoire de sa lignée, toute l'histoire de sa famille, à force de mémoire. Si je vous demande à vous quel est le prénom de votre arrière-arrière-grand-père, je pense que personne n'est capable de le dire. Moi, je me souviens du prénom de mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, je suis déjà pas sûr. Ce que j'essaye de vous dire, c'est les performances de notre mémoire à nous sont beaucoup plus faibles que les performances de la mémoire dans les cultures orales. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture écrite. C'est quoi l'écriture? C'est une mémoire artificielle. Nous avons à un moment donné saturé en termes d'information de la mémoire. On ne pouvait plus se souvenir. Toute notre énergie psychique était tournée vers « je dois me souvenir, je dois me souvenir, je dois me souvenir, je dois me souvenir » à la perfection. À un moment donné, ça a été trop en fait. Notre esprit n'a plus supporté. Et si vous regardez
certains ouvrages comme ceux de Margaret Mead, des anthropologues qui sont intéressés par exemple à la culture des aborigènes, vous verrez qu'en fait, ils passaient de plus en plus de temps à essayer de se souvenir. Si bien qu'à un moment donné, ils oubliaient de cultiver, ils n'avaient plus le temps de cultiver, ils n'avaient plus le temps d'élever le bétail, etc. Et on a mis en danger la vie des hommes, en fait. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen pour décharger la mémoire de façon artificielle. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé l'écriture. Et l'écriture a déchargé la mémoire. Si bien que comme nous n'avions plus besoin d'utiliser la mémoire, notre mémoire s'est rétrécie. Je ne sais pas si je suis clair. L'écriture, elle a stimulé une deuxième fonction psychique. Si on regarde comment fonctionne l'écriture, c'est on met deux informations ensemble qui donnent une nouvelle information. Vous êtes d'accord? On met une voyelle et une consonne, ça donne un mot. On met plusieurs voyelles, plusieurs consonnes, ça donne un mot. On a appris à combiner des informations sur le papier, ou des informations écrites, parce qu'au début elles ne sont pas écrites sur le papier, pour générer de nouvelles informations. N-O, ça fait no, O-N, ça fait on. On a appris à jongler avec des voyelles, avec des consonnes, avec des bouts, enfin des signes sur la table, des signes sur le papier, des signes sur la terre, des signes sur des carapaces de tortue, peu importe. On a appris à combiner des informations pour qu'elles génèrent de nouvelles informations. Mais quelle est la fonction psychique qui fait ça dans l'homme? C'est l'intelligence. Va avec l'apparition de l'écriture toute l'explosion de l'intelligence analytique, c'est-à-dire la capacité à combiner des informations pour générer de nouvelles informations. Ça, c'est l'intelligence qui le fait. Puis l'homme a développé l'intelligence, au point que sa tête et toute sa psyché est pleine d'intelligence. Nous sommes des êtres intelligents, très intelligents même. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, mais, et ça l'homme le fait de façon inconsciente, toute cette somme d'intelligence, elle va nous bouffer la tête. Et d'ailleurs, on le voit, toute la technologie que nous avons générée avec l'intelligence est en train de devenir le plus grand danger dans lequel l'homme vit. Tous les fléaux qu'il y a sur la Terre, qu'ils soient humains, écologiques, sont la production de quoi? La somme de tout ce que l'intelligence de l'homme a inventé. Et nous sommes aujourd'hui dans une rupture qui est exactement de la même nature que le passage de l'oralité à l'écriture. Nous sommes en train de passer de l'écriture à toute la culture informatique. Mais alors, si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'a plus besoin de se servir de sa mémoire, la mémoire, elle disparaît. C'est logique, non? L'homme, il n'est pas fou. Il a des énergies psychiques qui sont limitées. S'il ne les investit pas dans un champ, ce champ disparaît, cette fonction disparaît. C'est pareil pour le corps. Si vous ne marchez plus, ben on le sent bien, les muscles de nos cuisses se rétrécissent, on a moins de souffle, etc. C'est ce que produit la voiture, au point même que parfois notre corps devient obèse. Mais alors j'ai une question pour vous. Si alors l'informatique est une intelligence de remplacement, une intelligence artificielle, beaucoup plus performante que l'intelligence humaine, on est d'accord? L'intelligence artificielle, elle est capable de combiner beaucoup plus de données que l'homme, et elle est capable de les combiner sur beaucoup plus longtemps que l'homme, et de façon beaucoup plus fiable. Il n'y a pas très longtemps, il y a une machine qui a battu le champion du monde de Go. Le Go, le jeu chinois, là, le jeu japonais, où on entoure des pions blancs avec des pions noirs, ou inversement. Sauf que ce qui est vachement intéressant, c'est que ça, ce n'est pas les échecs, c'est beaucoup plus complexe parce que ça fait appel à un travail de début d'imagination. Une machine a été capable de battre l'homme. Et lorsque l'on parle avec le champion qui s'est fait battre, il dit « mais en fait, je ne pouvais pas tenir devant la machine parce qu'à un moment donné, je me suis fatigué, j'ai perdu ma concentration. » Une machine est d'un point de vue de l'intelligence beaucoup plus performante que l'homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On le sait, l'histoire nous l'a appris. Si la mémoire disparaît lorsque le livre apparaît, est-il possible, quand l'intelligence artificielle apparaît, avec le numérique et l'informatique, que fondamentalement, nous allons perdre peu à peu notre intelligence? Se pose donc la question de, mais alors, si l'homme perd la mémoire parce que la machine le fait mieux que lui, si l'homme perd l'intelligence parce que la machine le fait mieux que lui, qu'est-ce qui va lui rester? Nous sommes devant cette question, en fait. Lorsque nous adressons la question de l'addiction informatique, nous sommes devant cette question. Que va-t-il nous rester? Que va-t-il nous rester une fois que la machine aura englouti toute notre mémoire et englouti toute notre intelligence?
On est devant le même type de révolution que quand l'écriture est apparue. C'est une grande rupture historique majeure, qui peut être soit un gouffre, soit une chance. Si on veut comprendre quelle chance ça représente, il me semble qu'on devrait s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène d'addiction informatique, en fait. Parce que c'est quelque chose contre lequel on ne pourra pas lutter. C'est quelque chose qui est en cours et qui est fondamentalement irréversible. Ce phénomène historique, on ne pourra pas se battre contre. Parce que si on regarde derrière ce qui est en train de se passer, il y a des mécanismes d'addiction extrêmement profonds. Il y a un premier mécanisme, et ces mécanismes d'addiction, je dirais qu'ils sont d'une triple nature. Le premier phénomène d'addiction qui se produit, c'est, si vous observez en fait, quand on laisse notre portable quelque part, la première chose à laquelle on pense, c'est « merde, j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié ma tablette, il faut que j'y retourne pour le chercher ». Mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a une addiction physiologique. Toute la consultation des images et du numérique produit une boucle dans notre cerveau, génère une hormone dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Ça nous procure des mini-shoots en fait. On regarde et on consulte le téléphone parce que ça nous produit des mini-shoots. Pourquoi? Parce que toute nouvelle information qui arrive dans le cerveau de l'homme produit une boucle de dopamine. C'est la même hormone que l'on retrouve dans la sexualité. C'est la même hormone qui est libérée par l'héroïne. La consultation des images informatiques nous produit un bien-être. Ce n'est pas une addiction par hasard. Je veux dire, moi j'essaye d'arrêter de fumer, je vois bien que j'y arrive pas. La nicotine me produit un plaisir. Si j'enlève cette nicotine, il me manque quelque chose. Si on nous enlève les images du numérique, nous aurons un manque qui est aussi puissant et aussi fort que l'héroïne ou la sexualité. Et toutes les grandes entreprises, notamment les GAFA, Google, Facebook, etc., ont très bien compris comment ça fonctionne. Le plus gros investissement chez Google, il n'est pas du tout dans les développements de la technologie, il est dans le travail sur les neurosciences. C'est-à-dire découvrir comment fonctionnent les boucles d'hormones dans le cerveau de l'homme pour pouvoir l'utiliser et faire que les usagers passent de plus en plus de temps sur les images du numérique, sur les réseaux en fait. Tout est pensé et tout est construit comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc j'allais dire, premier relevier, premier ressort de cette addiction, c'est une addiction physiologique. Mais il y a un deuxième levier, qui est un levier psychologique. L'addiction informatique, elle est liée à le besoin, comment dirais-je, d'exister. Plus exactement, le besoin d'avoir plus, le besoin de gagner, c'est ça exactement. Tout est pensé sur les réseaux informatiques par des systèmes de récompense aléatoires. Je ne sais pas, il y en a qui jouent des fois sur des jeux aux applis, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on gagne, des fois on ne gagne pas et on ne comprend pas la logique. En fait, c'est pensé et c'est fait exprès. C'est des phénomènes qui sont utilisés notamment dans tous les jeux au casino, en fait. Nous gagnons de façon aléatoire et nous ne savons jamais si nous allons gagner ou pas gagner. Mais on a toujours espoir qu'on gagne. C'est ça qui fait qu'on reste, en fait. Ce sont tous les phénomènes qu'on appelle de récompense aléatoire, qui ont été étudiés, notamment par des psychologues en 1930, qui ont fait l'expérience suivante, qui marche sur le cerveau humain et qui est extrêmement intéressante. Ils ont mis des rats devant des pédales. Et le rat, il appuie sur la pédale et un morceau de fromage, on va dire, ou de nourriture est libéré. Et en fait, on se débrouille pour que la récompense soit aléatoire. Au début, on se débrouille pour que, quand il appuie sur la pédale, il touche la récompense de façon systématique. Puis après, on fait libérer la récompense de façon aléatoire. Qu'est-ce qu'on constate? Le rat, il appuie de façon frénétique sur la pédale de plus en plus vite. Parce qu'il veut cette récompense. Eh bien, le phénomène informatique, c'est exactement ça. Nous allons toucher des récompenses dans les jeux, notamment, mais aussi, on va vous envoyer, tiens, je ne sais pas si vous ne recevez pas ça comme pub, on vous dit, tiens, vous avez touché tant de points commandés sur tel endroit, le dernier iPad, moi j'y vais jamais, j'ai toujours l'impression que je vais me faire attraper, ficher par un hacker.
Mais tous ces phénomènes-là, ils sont pensés et réfléchis pour créer chez vous un mécanisme de dépendance psychologique, de récompense aléatoire. Et tout est pensé comme ça. C'est voulu pour qu'on vous accroche. Puis il y a un troisième phénomène dans cette addiction, qui est un phénomène de dépendance sociale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si dans le bus, vous arrêtez de regarder votre téléphone et vous commencez à regarder les gens, ils vont vous regarder bizarre. Comme si votre regard devenait une agression. Pourquoi ? Parce qu'il est convenu que quand on est dans un transport en commun, tout le monde regarde son téléphone. Et si on ne fait pas ça, ça nous met une espèce de pression sociale. Si vous n'avez pas le dernier iPhone ou la dernière tablette, c'est comme si vous étiez has-been. Mais il y a encore plus fort. C'est si vous n'avez pas la dernière information en date, vous êtes hors jeu. Et ce phénomène d'addiction à l'information, il est devenu tellement fort qu'ils ont fait un certain nombre d'études, je pense aux États-Unis, là, une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ils ont découvert qu'en fait, un certain nombre de jeunes sur des campus américains souffraient d'une espèce de nouvelle maladie psychique qu'ils appellent l'atasaragoraphobie. C'est-à-dire, si tu n'as pas la dernière information en cours sur Facebook ou sur ton téléphone, eh ben, ça crée des phénomènes d'angoisse anormaux. Donc si on n'a pas la dernière information, on est hors jeu. Il y a une espèce d'addiction sociale comme ça qui s'est faite, qui fait qu'on est hooké, attrapé, dépendant de tous les écrans et les informations qui circulent dessus. À tel point même que les psychologues qui ont fait cette étude se sont aperçus qu'au-delà d'une consultation de plus de 20 minutes par jour des réseaux sociaux, ça commençait à créer des troubles psychiques majeurs. Cette addiction est extrêmement forte. Elle touche les anciens, comme elle touche les actifs, comme elle touche les jeunes et les enfants. Il y a une étude qui est sortie, menée par l'Éducation nationale, qui a estimé que les troubles d'apprentissage ont été multipliés par 2 au cours des 5 dernières années. Ils en mettent la cause sur l'usage croissant des réseaux sociaux et des phénomènes informatiques. Alors on est devant un truc bizarre, c'est-à-dire, nous allons consommer, nous consommons de plus en plus d'écrans, on sait que ce n'est pas très bon pour notre cerveau, on sait que notre intelligence va s'effondrer, on n'arrive pas à y résister. Et ce phénomène, en fait, il est extrêmement important pour la raison suivante. Et pour ça, je vais vous demander un petit instant d'attention. J'aimerais que vous regardiez une chaise devant vous, là. Elle est là, là. Là, il y a des chaises. Regardez la chaise. Ce que vous venez de regarder, c'est une image extérieure du monde réel. On est d'accord? Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et je vais vous dire un mot et vous allez observer ce qui se passe dans votre tête. Si je vous dis le mot chaise, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez une image d'une chaise qui est venue dans votre tête, qui n'est pas obligatoirement celle que vous avez regardée. Vous êtes peut-être pensé à une autre chaise. On est d'accord? Ça, c'est une image intérieure. Vous avez donc eu une image extérieure quand vous avez regardé la chaise, puis vous avez eu une image intérieure quand je vous ai dit le mot chaise, qui n'est pas l'exact de cette chaise-là. On est d'accord? L'homme, il a donc en lui 2 mondes, un monde qu'il observe, le monde extérieur, et puis il a un monde dedans lui, un monde d'imaginaire, un monde de son esprit, un monde spirituel. Quand j'ai dit chaise, une image de chaise a traversé, mais cette image, elle vous appartient, elle est la vôtre, c'est votre liberté intérieure. Vous pouvez y mettre le sens que vous voulez, vous pouvez imaginer la chaise que vous voulez. C'est votre monde imaginaire à vous. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Et si je demandais à chacun d'entre vous de décrire la chaise qu'il a vue, chacun a vu sa chaise. C'est votre individualité à vous. C'est votre façon à vous de vivre le monde. Image extérieure, image objective,
image intérieure, image subjective, qui est la vôtre, et que personne ne devrait pouvoir vous enlever. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça, c'est deux mondes. Un monde intérieur, un monde extérieur. Mais il y a un troisième monde qui est apparu avec le monde de l'informatique. C'est le monde virtuel. Ce monde-là, il est tellement puissant que si je vous fais regarder une chaise sur votre téléphone, vous n'avez plus la place de vous imaginer la chaise. Je ne sais pas si je suis clair. Les images sont tellement fortes qu'elles prennent tout notre être. Et il n'y a plus de place pour notre vie imaginaire, pour notre vie à nous, pour notre vie d'individu. Si bien que quoi? Le monde virtuel tue le monde intérieur. Le grand problème, il est là. C'est pas que on regarde les réseaux informatiques, ça c'est secondaire. C'est pas qu'on y passe du temps, ça c'est assez secondaire. Pour moi, le vrai problème, il est que ce que nous regardons sur les écrans ne laisse aucun espace à notre monde intérieur. Ça tue les images du monde intérieur. Si bien que quoi? Nos facultés d'imagination se tarissent. Si bien que quoi? Nos facultés d'inspiration se tarissent. Ce qui fait le déséquilibre et les maladies psychiques qui voient apparaître avec le monde des images extérieures, avec le monde des écrans, c'est que c'est en train de nous piquer notre vie. C'est en train de nous piquer notre vie intérieure. Face à ça, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on continue comme ça veut dire que demain, ces images extérieures, ces images virtuelles issues du monde des écrans vont remplacer toutes nos images intérieures. Si bien qu'on ne distinguera plus ce qui se passe sur l'écran de notre réalité du dedans. Ce qui se passe dans la vie du héros sur le jeu, ça sera notre vie du dedans. On croira que c'est la même chose. On va tous se mettre à confondre. On va se mettre à confondre le monde intérieur et le monde virtuel, le monde extérieur et le monde virtuel. Et le monde virtuel va nous bouffer notre intériorité. L'enjeu, il est majeur, parce qu'il s'agit de la liberté de l'homme. Il s'agit de votre identité. Tout ce qu'on a vu dans les Matrix, tout ce qu'on a vu dans Blade Runner, le dernier Blade Runner, où on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est des possibilités. Je vous annonce et je vous le signale, on sait déjà greffer sur un cerveau humain des toutes petites puces, c'est de la nanotechnologie, on est capable de le faire. C'est-à-dire à un moment donné, on sait qu'on est capable de connecter un cerveau humain à toute une intelligence artificielle 3 fois plus puissante que la sienne. On sait faire ça. Les Chinois sont déjà en train de faire des tests, ils ont fait des tests sur des animaux. On sait qu'on est capable de faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la résistance à ça? C'est qu'en Europe, on n'est pas très à l'aise avec ce mélange d'informatique et de biologie, tout ce qui est la biotechnologie. On n'est pas très à l'aise avec ça. Les Chinois, ils sont plus à l'aise que nous. Et des sondages ont été menés, 80% des Européens et des Américains sont contre, 90% des Chinois sont pour. Et ils veulent que ces greffes aient lieu sur quoi en premier? Leurs enfants. Mais s'ils le font, il faut bien se rendre compte que nous, on va faire pareil, parce qu'on ne voudra pas être à la traîne. Question essentielle, si à un moment donné, on se met à mélanger le monde virtuel et le monde intérieur, le monde virtuel et le monde extérieur, il va nous rester quoi? Et il faut se rendre compte d'une chose. Si on nous enlève les écrans, ça nous manque. Ça nous manque, nous-mêmes, on est en demande. Dans toutes les addictions, en fait, si on regarde de près, les addictions, elles génèrent quelque chose de bon. Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'un stimulus extérieur pour que ça produise quelque chose de bon en nous. L'informatique, on ne pourra pas l'enlever. La cigarette, on ne peut pas l'enlever quand on est addict. Il faut qu'on puisse la remplacer par quelque chose qui produit exactement le même effet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors je résume tout ce que j'ai dit. La mémoire s'est effondrée devant l'émergence de l'écriture. L'intelligence va s'effondrer devant l'émergence de l'informatique. Si l'informatique prend toute la place, on sera rien que des zombies. Et pourtant, on en a besoin de l'informatique, c'est un mouvement d'histoire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous en passer. Moi non plus, je ne peux pas m'en passer.
Je veux dire, je préfère regarder sur Waze le chemin à faire que de me prendre la tête à regarder sur un plan. Je pense qu'on est tous pareils. Je préfère regarder sur Marmiton la dernière recette plutôt que de me prendre la tête à lire le livre de cuisine de recettes de ma mère. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle aimerait. Je veux dire, c'est la facilité d'usage. On a tous cette tendance-là, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que ça appartient à notre vie. La question qui se pose, c'est devant ces espaces que va libérer l'informatique en créant l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que nous avons une chance, en fait. L'informatique peut être une chance, parce qu'elle nous soulage d'un certain nombre de tâches qui nous prennent la tête. Elle est une chance parce qu'elle va nous stimuler vers quelque chose de complètement nouveau. Ce sont les images inspirées. Il y a une chose que la machine ne pourra jamais nous enlever, c'est notre créativité profonde. Elle peut nous libérer d'un certain nombre de tâches mécaniques qui nous prennent un peu de temps. Mais on peut aussi s'en servir avec le temps qui est gagné. Au lieu de le repasser encore plus sur les réseaux sociaux ou sur l'usage de l'informatique, s'en servir pour stimuler une nouvelle fonction humaine. C'est toute la fonction créatrice, la fonction inspirée, la fonction artistique, la fonction spirituelle. Je ne pense pas que les réseaux sociaux soient le mal. Je ne pense pas que l'informatique est le mal. Je pense que c'est l'usage que nous en faisons qui est un problème. Nous pouvons nous en servir pour nous asservir nous-mêmes ou pour nous libérer du temps pour faire autre chose. Je vais vous demander de fermer les yeux maintenant. Et je vais vous poser la question suivante. Quelle est la chaise de vos rêves? Quelle est la chaise dont vous rêvez? Quelle est la chaise dans laquelle vous aimeriez vous asseoir? Ça, aucune machine ne peut vous le donner. Ça, c'est à vous et personne ne peut vous le voler. Nous sommes aussi habités par un monde d'images intérieures qui sont des images inspirées, qui sont des images qui nous font du bien, sans doute plus de bien que l'informatique. Et comment est-ce qu'on peut cultiver ces images inspirées? Je vais vous donner, à mon avis, 3 grandes solutions, 3 grandes pistes. Les images inspirées, le premier endroit où vous allez les rencontrer, la première chose que nous pouvons faire pour la stimuler, c'est l'art. Le grand antidote au monde de l'informatique, c'est le monde de l'art. Parce que dans l'art, vous allez être en face de « mais qu'est-ce que je vais dessiner ?» Et les images qui vont vous monter à l'intérieur de vous, c'est celles que vous allez mettre sur le papier, par le dessin, par l'écriture, par la danse, par la musique, peu importe. L'art que vous allez utiliser. L'art, c'est la première stimulation des images intérieures. Et moi, ça me va très bien que ne pas lire le plan qui va me prendre une demi-heure à lire et juste me mettre sur Waze. Si la demi-heure que je gagne me permet de me consacrer aux arts que j'aime. Je dirais, premier antidote au monde de l'informatique, c'est le monde de l'art. Le deuxième grand antidote du monde de l'informatique, au monde de l'informatique, c'est le monde de la spiritualité, c'est-à-dire le monde de vos images intérieures. Vous avez un monde d'images là que personne ne peut vous enlever. Je vais vous faire une expérience. Fermez vos yeux d'1 minute. Quand vous pensez à une chaise, à quelle chaise de votre passé ça vous rappelle? Ça vous ramène? Peut-être même là, chacun d'entre vous a eu un souvenir personnel. Ces souvenirs, ils font partie de votre patrimoine à vous, ils font partie de votre richesse. Si les machines se mettent à penser pour nous, elles vont nous piquer le monde de nos souvenirs. Et si on prenait un temps, un jour, pour s'arrêter, pour essayer de retourner dans nos souvenirs, voir ce qu'ils contiennent. Ces souvenirs, c'est le monde de vos images personnelles. En partie, il n'y a pas que ça. Se reconnecter avec le petit garçon ou la petite fille qui est contenu dans ses souvenirs, revoyager dans vos souvenirs, réapprendre ce qui s'est passé, redécouvrir depuis sans doute un autre point de vue. Ce qu'il y a dans vos souvenirs, ça fait partie de la préservation de nos images personnelles. Mais des images personnelles, il y en a plein. Il y a, si je vous demandais là aujourd'hui,
quels sont les souvenirs immédiats qui vous habitent, des images remonteraient en vous. Ce sont des images personnelles du présent, là, immédiat. Ces images personnelles, elles contiennent des secrets. Des secrets de qui vous êtes. De même que les images de votre passé contiennent des secrets de qui vous êtes. Ce n'est pas par hasard que ce souvenir, celui que vous avez peut-être eu dans votre tête, vous est revenu. Il est contenu dans ce souvenir une grande leçon que le petit garçon ou la petite fille a vécue et qu'elle aimerait revivre là aujourd'hui, ou peut-être qu'elle n'a pas comprise et qu'elle aimerait mieux comprendre là aujourd'hui. Ces images personnelles, qu'elles soient du présent ou du passé, où est-ce que vous pouvez les rencontrer? Vous pouvez les rencontrer dans les voies spirituelles, dans les recherches que vous allez mener. Nous avons besoin de vie spirituelle, pourquoi? Pour cultiver ces images personnelles en nous. Et puis il y a une troisième catégorie d'images. Ce sont les images mystiques, les images qui sont contenues dans tous les grands rites et toutes les grandes prières du monde entier. Lorsque nous répétons une prière, nous allons essayer de lever des images. Nous allons essayer de rencontrer des images. Lorsque nous participons à des grands rites, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, peu importe, nous sommes en train d'aller essayer de contacter des images. Lorsque nous lisons un grand texte sacré, nous essayons d'allumer en nous des images. Moi, je suis chrétien, je ne peux parler que de ma tradition, mais je suis sûr que c'est pareil dans toutes les traditions du monde. Lorsque je lis un texte chrétien, je lis un verset, je ferme les yeux et je laisse monter une image intérieure extrêmement puissante, parce que c'est un grand traître de foi qui me l'a légué. Très souvent, je me retrouve avec Jésus sur le bord du Jourdain, et je sens le vent, je sens le sable dans mes sandales, je sens mes sandales, tiens, c'est l'heure où il va se faire baptiser, je la sens, l'eau froide qui monte en moi, et je sens, quand j'en ai la chance, la grande expérience intérieure qu'il est en train de traverser. Ça, les machines, elles peuvent venir, elles ne pourront jamais me l'enlever. La fréquentation de ces trois grands types d'images, ce sont le grand antidote à la folie informatique qui risque de prendre notre monde. Je crois que l'homme de demain, si moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants, je pense que l'homme de demain aura intérêt à développer sa faculté à créer au travers de l'art. Il aurait intérêt à créer la faculté à se rencontrer lui-même par ses images intérieures dans toutes les recherches spirituelles. Il aurait intérêt à rencontrer les grandes images mystiques contenues dans sa tradition, parce qu'aucune de ces trois catégories d'images, l'informatique, ne peut nous l'enlever. Je voudrais conclure en disant qu'il est sorti un livre qui est présenté sous l'axe de la psychanalyse, qui s'appelle « Les trois psychanalyses corporelles », qui a pour vocation de répondre à trois grandes questions essentielles que se pose l'homme. D'où je viens, où je vais et où j'en suis là maintenant. Ces trois grandes questions, l'informatique ne pourra jamais y répondre. En revanche, les images inspirées dans les trois catégories que nous venons d'évoquer peuvent y répondre. Il est présenté dans ce livre une méthode, une méthodologie, une façon d'être, une technique par le corps, parce que lui, le corps, il ment jamais, qui peut vous permettre de retrouver ces images. Moi, je vous invite à le lire, non pas parce que je pense que celui qui l'a écrit est un homme bien, parce que je pense que les solutions qui sont contenues dans ce livre sont des solutions qui sont des réponses à l'enjeu qui vient, notamment au regard de l'informatique. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions où j'ai peut-être pas été clair sur certains points, mais je suis prêt à y répondre si c'était le cas. Je vous en prie. L'auteur, c'est Bernard Monteau. Ouais, je crois. Ouais, il était là hier. Ouais. Il était là hier, ouais. Ouais, moi je pratique cette technique-là. J'en enseigne une qui est sur les images du présent. Voilà. Dans le cas d'Arthas, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver dans le cadre des cabinets de psychanalyse, corporels illibéraux, mais vous pouvez le retrouver dans toutes les voies. Toutes les voies mènent à ça, en fait. Nous, on vous parle de la nôtre parce que c'est celle qu'on connaît, mais dans toutes les voies, ça mène à ça. Moi, je suis un ancien pratiquant d'arts martiaux. Je viens du monde du karaté. Je suis 3e dan de karaté.
Mais j'ai bien vu à un moment donné, c'est ça qui m'a emmené à basculer à muscler, à rajouter une dimension à ma recherche. Je voyais bien que dans le travail du corps, s'il y en a qui ont pratiqué les arts martiaux, on pratique par exemple des katas. On répète des séquences physiques. Mais c'est à force de répéter ces séquences physiques, au bout d'un moment, on se dit, mais ça sert à quoi en fait? Je veux dire, tu connais un kata, on a beau dire c'est un kata supérieur, mais au fond, à quoi ça sert ça? Alors au début, on imagine qu'on est en train de combattre un adversaire. Tiens, ça stimule des images imaginaires. Après, on va travailler, on modifie le mouvement, on invente, on rajoute une dimension imaginative. Tiens, c'est la dimension artistique. Puis un jour, quand on pratique et qu'on ferme les yeux, on voit bien qu'on a des images qui passent derrière notre paupière. Quand le corps est finalement libéré de la répétition de la technique, quand on a intégré la technique, on voit bien qu'on a des images qui nous traversent, qui nous parlent de nous, qui nous parlent du monde, qui nous parlent de notre présent, qui nous parlent de notre passé, qui nous parlent de notre avenir. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces images-là? Et moi, c'est ce qui m'a mis en recherche et ce qui m'a tourné vers un autre type de recherche. Alors je dois dire aussi que j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui un jour m'a dit, toi, c'est le monde intérieur qui va t'intéresser. J'ai une grande chance parce que je faisais une carrière sportive, j'étais en équipe de France de karaté. Quelqu'un m'a dit, laisse tomber, c'est pas ta voie ça. Je remercie cette personne du fond de mon cœur. Il s'appelle Rodolphe Gianotti. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie parce que c'est lui qui m'a fait faire la transition de ce que je faisais dehors vers ce que je pouvais vivre dedans en fait. Sans lui, je n'aurais pas trouvé. Et c'est lui qui m'a mis en marche vers ce monde intérieur. Puis peu à peu, j'ai rencontré Bernard qui lui m'a fait prendre contact avec le corps génère des images. Et ces images, elles ont du sens pour chacun d'entre nous. C'est nos propres images à nous. Comment est-ce qu'on peut les explorer ? Vous trouverez quelque chose là-dedans qui, à mon avis, a un brin de réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que nous pouvons trouver dans d'autres voies d'autres types de réponses. Donc si vous voulez trouver ce livre, il est sur le stand de Guy Trédaniel, en fait. 18 €, je pense que c'est un bon investissement pour lutter contre les images les images qui nous envahissent et nous colonisent intérieurement. Ouais. Ouais. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, c'est on a tous un fond d'artiste en fait. On a tous un fond, une affinité avec un art. Et je pense qu'on a tous un fond, c'est-à-dire, nous on pense que artiste, c'est réaliser des chefs-d'œuvre qui vont être reconnus et connus par les autres. Mais en fait, je ne crois pas que ça serve à ça uniquement. Je pense que l'art, il a comme fonction de développer en nous des fonctions imaginaires et des fonctions créatrices, c'est-à-dire la connexion avec l'image inspirée. Quel que soit le média qu'on va utiliser pour le mettre dehors, c'est pas très grave. Du moment que ça nous fait vivre des expériences de joie intérieure, de création, et qu'on n'a pas besoin d'être un grand dessinateur pour prendre du plaisir à dessiner ou un grand poète pour avoir du plaisir à écrire. Je pense que, enfin en tout cas moi c'est des découvertes que j'ai fait assez récemment. J'avais connu ça dans les arts martiaux, parce que dans les arts martiaux, normalement dans la formation de l'être, il y a à un moment donné la pratique des arts, d'un certain nombre d'arts, par exemple la calligraphie ou l'ikebana. J'ai eu la chance que quelqu'un me fasse fréquenter ça sans que je comprenne tout à fait ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je redécouvre avec grand plaisir que, ok, j'adore moi faire des bouquets. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut chercher quelle est la place juste d'une fleur, d'une branche, etc. Vous retrouverez là-dedans, il y a quelques indications autour de ça. On prend un grand plaisir. Moi, j'ai rien d'un fleuriste, mais pourtant faire des bouquets, c'est un de mes grands kiffs. Alors ça plaît à ma copine, c'est sûr, mais pareil, ça me rapporte des miles en fait. Et après, elle accepte des choses qu'elle n'accepterait pas peut-être. Mais au-delà de ça, je prends surtout un grand plaisir à créer. Je veux dire, on a tous un canal qui va nous inspirer chacun.
C'est ça qu'il faut qu'on cherche, qu'il faut qu'on trouve et auquel il faut qu'on s'entraîne. Mais il ne nous est pas demandé de réaliser des grands chefs-d'œuvre, même des petits chefs-d'œuvre vont nous donner un grand plaisir. Ouais. Exactement. Ça produit de la joie créatrice, quoi. C'est sûr, vous avez raison. Elle est pas attirante, elle est addictive. Et donc, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand on ouvre notre téléphone, on est scotché devant. Il faut qu'on trouve une activité qui nous produise exactement la même densité et la même intensité intérieure. Sinon, on n'a aucune raison de lâcher l'écran. On n'est pas débile. Moi, je suis fumeur. Je sais pourquoi je fume. Moi, je fume depuis que j'ai arrêté de faire du sport de haut niveau. Pourquoi? Parce que je retrouvais la palpitation cardiaque qui produit le shoot du sportif, en fait. J'ai pas trouvé encore. Je peux faire ce que je veux, j'arrêterai jamais de fumer. Le jour où j'aurai trouvé une activité qui me reproduit cette même palpitation cardiaque, j'aurais pas envie de fumer. Une des activités, c'est là, je suis devant vous, là. Mais la palpitation cardiaque, je l'ai. Hein. J'ai pas envie de fumer, là. Tout à l'heure, quand je vais terminer, je sais ce que je vais faire. Je vais sortir et je vais fumer une cigarette. Parce que je veux que cette sensation, elle dure. C'est ça le phénomène de l'addiction. Donc vous ne pouvez pas arrêter de regarder le téléphone. Il faut que vous remplaciez ça par une activité qui vous donne le même niveau d'intensité. Sinon, vous ne la lâcherez pas. Donc il faut trouver une forme d'art, si c'est l'art par exemple, qui vous mette au même endroit intérieurement que le téléphone. Ouais. Voilà, ça veut dire que sans doute vous avez, je me permets, hein, à repenser votre activité artistique pour lui donner une densité qui soit pareille que le téléphone. Pour qu'un jour, aller sur le téléphone, c'est juste pour se reposer le cerveau. Parce que le téléphone en soi, c'est pas un problème, les tablettes, c'est pas un problème, le jeu, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est nous qui ayons la main sur le jeu et pas le jeu la main sur nous. Moi, de temps en temps, régulièrement, moi, je joue à la tablette au moins 1 heure par jour. Mais parce que je suis fatigué et que j'ai besoin de me reposer le cerveau. C'est pas un mal en soi. Le problème, c'est si à un moment donné, la tablette occupe toute ma vie sans que moi, je l'ai décidé, moi, je pense que j'ai un problème. Moi, je veux pas que la tablette, elle décide à ma place. Moi, je veux décider de ma vie. Je veux pas que les images, elles me dominent. Et donc, il faut que les images intérieures, par exemple celles de l'art, vous prennent de façon tellement forte que votre besoin il soit d'aller sur l'informatique pour vous reposer le cerveau. Pas l'inverse. Donc moi, si j'étais vous, je repenserais ma pratique artistique pour lui donner une dynamisation. Et tout au long, l'art, c'est un chemin. Hein. Chaque fois, on a besoin de le remettre en cause pour trouver un ingrédient de plus, pour qu'il reprenne encore du goût, quoi. Encore plus de goût, encore plus de goût. Et si c'est le cœur de votre vie, c'est pas comme moi qui fais du bouquet de temps en temps. C'est une autre pratique, ça rentre dans votre vie, quoi. Ouais. Voilà. Bah ouais. Ouais. Bien sûr, pas de problème, je vous donnerai mes...
Bien sûr. Ou le mal-être, je suis fatiguée. C'est vraiment mon réflexe spontané, bien sûr. automatique. Et de recherche du plaisir et de la récompense. Donc en fait, ce qui va augmenter dans ce que vous dites, c'est de donner la bonne réponse à mon mal-être. Je suis fatiguée, bah, je suis stressée, bah, j'appelle un ami, ou je médite, enfin, de donner la juste réponse à ma souffrance et d'apprendre à prendre du plaisir au quotidien, parce que ce que j'ai vu dans mon schéma de personnalité, c'est que je suis aussi dans l'action addictive pour performer, pour être reconnu, donc pour être aimé. Donc j'apprends à casser ce schéma, pour prendre du plaisir à chaque instant et être serein. Donc en fait, voilà. Alors vous venez de dire quelque chose d'important, c'est vous avez dit ce qui est à la racine de ça, c'est je m'aime pas assez. En fait, j'ai un amour conditionnel pour moi. Voilà. Je m'aime si j'ai fait beaucoup. Voilà. Et j'apprends aujourd'hui à m'aimer tel que je suis et à me sentir suffisamment bien Voilà. en étant ce que je suis maintenant et pas en cherchant compulsivement et obsessionnellement à devenir plus, à être plus. Donc ce que vous venez de dire, c'est en fait le cœur du sujet, ça serait comment je pourrais trouver une façon pour m'aimer tel que je suis. Et vous avez sans doute trouvé la vôtre, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ce que vous êtes en train de dire, ça c'est le cœur de toutes les voies spirituelles. On est donc dans la deuxième solution, c'est-à-dire comment je vais être plus conscient de qui je suis et comment je vais pouvoir donner de l'amour à cet homme ou à cette femme, c'est-à-dire à nous-mêmes, comment je vais pouvoir me donner l'amour dont j'ai besoin. Ce qui va, et vous l'avez très bien senti, logiquement diminuer le besoin d'addiction informatique. Donc vous êtes sur la deuxième type de solution. Allez, comment je peux aller pousser plus loin cet amour de moi qui fait que n'étant bien avec moi-même, je n'aurai pas besoin de me fuir moi-même de façon non contrôlée, parce que c'est le contrôle qui compte. C'est le contrôle qui compte. Si on décide qu'on regarde son téléphone et qu'on sait pourquoi on le fait, la machine, elle ne nous domine pas. Alors, ce que vous dites est très juste, c'est pour ça qu'il faut... On peut pas... Moi, je sais que tout à l'heure, je vais avoir besoin de fumer. Si je ne trouve pas une activité qui me donne les mêmes effets que le produit extérieur, je n'arrêterai pas, je n'ai pas de raison. Donc il faut qu'on aille chercher les activités qui vont nous donner, ce qu'on a dit tout à l'heure, la créativité, l'amour dont on manque, comment dirais-je, l'ivresse dont on manque, par exemple, quand on parle des images mystiques, parce que c'est de l'ivresse que ça génère. Eh ben, on a besoin de substituts, parce que tous, on est à la recherche de ces sentiments fondamentaux de l'homme. Vous trouverez des éléments de réponse majeurs là-dedans. Voilà. Je vous en prie. Voilà, je pense qu'on a... S'il y en a d'autres qui voudraient témoigner ou poser des questions. Oui. Bien sûr. Donc finalement, comment rétablir laisser émerger ce qui a d'essentiel en moi, ce qui est là depuis toujours, mais je ne sais plus. Ce que vous êtes en train de toucher du doigt, c'est le fait que en fait, nos addictions, elles touchent à quelque chose d'essentiel. C'est vous sentez bien qu'il y a en vous un besoin profond de... Il faudra trouver son nom.
auxquelles les réponses que vous avez trouvées, auxquelles vous essayez de répondre par des solutions extérieures. On est clair? Moi, si j'étais vous, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est en fait, j'ai besoin d'un travail de connaissance de moi, en fait, pour savoir ce que je cherche vraiment. Et je pense que vous êtes à l'aube de ça. Et très souvent, les grands addicts, ce sont des grands êtres spirituels. Ce sont des gens qui ont besoin d'une connaissance, qui sont tournés naturellement vers ça. Ça fait partie. Regardez Van Gogh, qui est un grand créateur, régulièrement, il se boit la gueule. Hein, parce qu'il voulait cette ivresse. L'ivresse que procure l'art. Il l'a cherché dans l'alcool. Tous les opiums. Freud, qui est un grand créateur, c'est un opiomane. Parce qu'il allait chercher l'élévation par l'opium, au lieu d'aller la chercher intérieurement, en fait. Donc, très souvent, les mécanismes de dépendance cachent des besoins profonds spirituels. Donc je vous inviterai à rentrer plutôt dans ce type de démarche. Alors peu importe avec qui, hein, l'essentiel c'est de trouver son truc. Et vous saurez que c'est efficace lorsque l'addiction elle va chuter. Tant que ça ne va pas chuter, continuez à chercher. C'est quoi votre prénom? J'ai oublié. Ouais, Xavier, vous rencontrera peut-être tout à l'heure, mais ce qu'il dit est vrai, à mon avis. Mais le problème, c'est que l'abstinence, elle est difficile. Donc il faut trouver quelque chose qui vient vous apporter, vient combler ce manque par un autre biais. Voilà. Donc moi, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train d'exprimer un besoin de recherche intérieure. Fort. Vous n'êtes pas là par hasard, d'ailleurs. Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je dirais que l'antidote, je le fais dans la classe, que j'ai une formation de méditation et de philosophie à l'école, c'est la méditation. C'est-à-dire être présent à l'instant présent. Savoir s'émerveiller, contempler. Et ça donne du plaisir. Et savoir contempler une fleur, savoir regarder des mots. Voilà, je trouve que c'est le plus bel antidote. On n'a pas besoin d'outils informatiques. Alors, je pense que la question, c'est est-ce qu'on a besoin ou pas besoin d'outils informatiques? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Le monde est construit comme ça et il va se développer. Juste pour terminer, il va se développer comme ça. Hein. Je pense qu'on peut avoir recours. L'informatique, en soi, c'est pas le mal. L'informatique, c'est l'usage qu'on en fait. La voiture n'est pas le mal, c'est l'usage qu'on en fait. Moi, je voudrais dire, c'est surtout ce qui me paraît important, c'est la capacité, la liberté que nous avons besoin d'une liberté d'usage, en fait. C'est ça que nous avons besoin de préserver. Et je pense que le rejet de ça, je le comprends, mais il est difficile à mettre en pratique, surtout avec des enfants qui vont être élevés que là-dedans. On est d'accord. Ah oui, je comprends ce que vous dites. Vous voyez, même pour venir au centre, là, Ouais. imaginez une personne âgée qui n'a pas de portable et Je suis d'accord. elle ne peut pas venir au centre. Tout à fait. Vous vouliez dire, monsieur? Moi, je trouve ça très intéressant, une histoire avec les instructions qui développaient l'intelligence, c'est-à-dire la mémoire, et le fait de ne pas écrire, etc.
Alors, je pense pour moi, il y a deux éléments de réponse dans ce que vous êtes en train de dire. La première, c'est nous avons besoin d'une hygiène physique, ça c'est sûr, et d'une hygiène psychique. Cette hygiène psychique, à mon avis, est-ce qu'elle porte sur l'usage de la mémoire? Moi, je pense qu'elle porte plutôt sur le développement de l'inspiration, en fait. Parce que fondamentalement, on ne pourra pas résister à l'apparition de ce monde informatique qui est bien. Et pour moi, il n'est pas le mal. C'est s'il nous bouffe toute la tête. Alors là, il est un problème. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites invasif, madame. Hein, c'est un peu comme une mauvaise herbe, en fait. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'il y a une transmission aussi de la mémoire qui est une occasion sociale, en fait. Je veux dire, quand on parle des peuples primitifs, à quoi servait le conte? Le conte, il servait à transmettre un message des anciens de sagesse, de justesse de comportement, d'émerveillement aussi. Mais ça, je pense qu'il appartient aux parents de le faire avec les enfants, c'est ce que vous êtes en train de dire aussi. Et qu'il y aurait besoin de préserver des endroits comme ça, où, surtout pour les enfants, où on entraîne la mémoire par la transmission de contes, d'histoires, etc. Les hommes ont longtemps fait ça, l'Iliade et l'Odyssée, on pense que ça parle d'Ulysse et de machin, mais en fait, c'était de la transmission orale d'histoires et de légendes, de notre culture, de types de comportement, de ce qui est le bien, etc., qui était faite à cet endroit-là. Si on laisse les outils le faire, les outils informatiques faire ça à notre place, par des dessins animés, c'est ce qu'on regarde les enfants, les mangas, etc., on est en train de tuer, dès le plus jeune âge, un sentiment du meilleur de l'homme, à mon avis, dans les enfants. Donc oui, je serais d'accord avec vous, il faudrait préserver un endroit dans nos vies où, surtout avec les enfants, on travaille cette transmission-là. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Merci, monsieur. Voilà, je pense qu'on va s'en arrêter là. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur le stand de Guy Trédaniel. Il y a ce soir la projection d'un film sur ce sujet-là, c'est ça, qui a lieu rue Broca, 15 rue Broca. 38 rue Broca. Voilà, 30. Tu peux dire. C'est une projection sur un film sur la psychanalyse corporelle. Voilà, qui a lieu à 20h. Je laisse la fichette ici si vous voulez voir. C'est dans le 5e arrondissement, à côté de l'arrondissement. Bon après-midi à vous, amusez-vous bien et à bientôt. Au revoir.